Bonjour à toutes et à tous, je suis Marie Malcor, gestionnaire administrative, commerciale et marketing chez Perfection Habitat et je suis ravie de vous accueillir dans ce second épisode de Parlons Habitat. Aujourd'hui, on va discuter plan de maison, des tendances en termes d'architecture et matériaux, on va aussi parler urbanisme, environnement, bref, ça s'annonce passionnant et j'ai le plaisir d'être en compagnie de Pierre Genon, architecte spécialisé dans l'habitat, pour répondre à tous ces sujets. Alors, parlons habitat. Bonjour Pierre. Salut Marie. Tu vas bien ? Ça va, toi aussi ? Oui, ça va très bien, merci. Alors, je suis ravie de t'accueillir. Merci beaucoup de venir sur le plateau de Parlons Habitat. Depuis combien de temps es-tu architecte ? Longtemps, 35 ans déjà. 35 ans, ça c'est de l'expérience. Ouais, on peut dire ça. Ça fait combien de projets alors C'est beaucoup difficile à dire parce que je ne me suis pas amusé à les compter. Puis au début, j'étais tout seul, donc je dessinais tout. Et puis l'équipe grandissant avec les demandes aussi, j'ai dû changer un peu mes rôles, mes fonctions, et un peu moins dessiner évidemment. Donc aujourd'hui, je dessine beaucoup moins. Je dessine pour des dossiers qui m'inspirent plus, qui m'attirent plus. Je reste en contact avec le dessin de toute l'équipe, puisqu'on est une dizaine de personnes. Donc ça m'attache beaucoup. Et je suis toujours très attentif à tout ce qui sort du bureau, mais je ne suis plus toujours à l'essence du dessin de départ, quoi. Je donne bien les lignes, les grandes lignes de départ, ça oui, souvent. Mais après, le relais est pris par l'équipe. Ok, super, top. Alors, c'est parti, on va se lancer dans la création d'un avant-projet avec les clients que tu vois et que tes employés aussi peuvent voir. Est-ce que tu peux nous expliquer les différentes étapes qui amènent à l'élaboration des plans d'une maison ? Tout commence par une grande attention et une grande écoute. La première chose, c'est le terrain. C'est la matière première, c'est avec ça qu'on va partir, parce que le terrain est dans un environnement dont il va falloir tenir compte, dans lequel il va falloir aussi s'intégrer, c'est important, qu'il soit très naturel ou très bâti, ça va être différent. Il y a un relief, il y a une orientation avec un soleil, avec aujourd'hui des enjeux sur éventuellement la surchauffe. Donc, c'est vrai qu'il y avait un peu ce fantasme de chercher des terrains toujours exposés sud. Aujourd'hui, on réfléchit un peu différemment. Tous ces terrains amènent de la surchauffe. Si en plus on a des jolies vues et qu'on veut un projet très vitré à l'arrière, comme c'est souvent le cas pour avoir beaucoup de lumière, il y a un risque de surchauffe. Donc ça, c'est une attention très, très importante. Et puis alors, il y a les prescriptions urbanistiques, on va en parler plus tard, mais bon, c'est un cadre dans lequel il faut s'inscrire. Il y a les envies, les désirs des clients, conscients, inconscients, il faut aller les chercher, il faut beaucoup parler, il faut échanger. Quand ils ne savent pas trop, il faut les aider en leur posant beaucoup de questions. Donc, c'est tout un travail d'approche, de mise en confiance aussi avec le client, parce qu'on rentre dans une forme d'intimité, on rentre dans leur futur nid, donc c'est important qu'ils soient très à l'aise, très vrai. Et à partir de là, on va faire une synthèse et on va commencer à imaginer, à dresser les premières lignes d'esquisse sur un plan. Et ça va souvent être déterminant, ces premières lignes, pour la suite du projet. Tu parlais de surchauffe, c'est un point qui peut poser problématique entre guillemets au niveau de la PEB et au niveau du bien-être aussi dans l'habitation. Oui. Alors la PEB, toutes nos PEB sont en mode orange. Donc il y a toujours un point d'attention. Depuis que la PEB est sortie, je ne me souviens pas d'un seul projet où on n'a pas eu un point d'attention dans le résultat PEB. Donc ça, on s'y est fait. Mais, au niveau surchauffe, tu veux dire ? Oui, au niveau de la surchauffe, pardon. Oui. Et par contre, c'est au confort des clients qu'on réfléchit. C'est sûr que si tu es exposé sud-ouest et que tu as un coucher de soleil ou dans l'après-midi où le soleil est plus bas et que le soleil rentre très fort à l'intérieur de l'habitat et que tu n'es pas protégé, on a beau tous aimer un peu le soleil, mais à un moment donné, on n'en veut plus, quoi. On n'en veut plus chez soi, en tout cas chez soi. Dehors, on va le chercher, mais chez soi, on va essayer de l'éviter à un moment donné. Donc, c'est toute cette réflexion avec la position des baies, des protections solaires éventuellement. C'est ça, j'allais y venir aussi. Ouais. Et toute cette réflexion avec les enjeux économiques du projet et les priorités du client, parce que j'ai des clients qui veulent avoir très chaud dans leur maison. On les met en garde, mais ils vont être contents. Donc, pas de problème. On les a juste prévenus et on y va. Et par contre, il y en a d'autres qui vont être très attentifs à ça parce qu'on pense que ça peut être inconfortable. Ça peut être inconfortable, surtout que maintenant, les maisons
maisons, c'est facile d'avoir chaud, mais difficile de les refroidir. Oui. Voilà, ok. Quels sont les conseils que tu donnes aux clients lorsqu'ils énumèrent leurs souhaits architecturaux? Oui, oui, comment je vais pouvoir les conseiller à préparer, par exemple, ce rendez-vous, en imaginant qu'ils doivent faire attention à certaines choses. Je pense qu'ils doivent être bien conscients de ce qu'ils peuvent construire sur leur terrain. Il arrive parfois des clients qui n'ont pas connaissance du contexte urbanistique, des règles urbanistiques propres au terrain. Alors, on vient avec un rêve d'une maison cubique, par exemple, et on ne pourra jamais faire une maison cubique. Il y a une frustration. Donc ça, ils doivent être bien conscients quand ils acquièrent un terrain de s'interroger auprès de la commune de ce qu'ils vont pouvoir faire. Les essais de sol, c'est important. Ça va diriger l'aspect économique du projet. Plus tôt on les connaît, mieux c'est. Donc même quelque part conditionner à l'achat du terrain des essais de sol et pouvoir négocier le prix du terrain par la suite. Parce que si les essais sont mauvais, on peut se dire que le terrain coûte peut-être un peu trop cher puisque quelque part ce terrain va engendrer des surcoûts. Donc ça peut être dans une forme de négociation. Être bien en accord entre eux. Quand c'est un couple, parfois on a des couples et ils ne sont pas alignés. Donc un souhaite ça, ou voudrait ça, ou pense que le style architectural c'est ça, et puis l'autre n'est pas aligné. Donc ça c'est un problème. Pour bien se préparer, il faut au moins que le couple, l'entité des maîtres d'ouvrage, qui sont deux personnalités différentes, entre eux s'entendent. Oui, c'est une question d'écoute entre partenaires, avec l'architecte aussi, et puis on se met d'accord, quoi. Oui, c'est ça. Faut vraiment capter ce qui est important pour le client. C'est prioritaire. Ils sont tous différents. On a fait des centaines et des centaines de projets et ils sont chaque fois nouveaux. C'est ça qui est passionnant d'ailleurs. On ne se lasse pas de ce métier, même si on reste dans l'habitat et qu'on fait principalement des maisons d'habitation. C'est chaque fois nouveau. Chaque fois nouveau. Ok. Alors, tu as parlé tout à l'heure de vue, d'orientation. Ce sont vraiment les éléments auxquels tu fais le plus attention. Est-ce qu'il y a d'autres éléments que tu privilégies en fonction, pour réaliser en tout cas un avant-projet? Quand on démarre une réunion, on part du terrain, toujours. C'est ce que je t'ai dit tout à l'heure, c'est la matière première. Mais tout de suite après, on projette le client sur le terrain en lui demandant, tiens, quand vous êtes sur le terrain, nous, on l'a bien vu, ce terrain, il nous semble que les vues là sont sympas, mais vous qui le connaissez encore mieux, où est-ce que vous voulez regarder quand vous serez dans votre salon, par exemple, ou quand vous serez en train de cuisiner? Qu'est-ce que vous voulez voir de ce terrain, puisque vous l'avez choisi? Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui vous plaît dans ce terrain. Il ne s'agit pas qu'après, quand on soit dans la maison, ce qui vous a plu initialement disparaisse. Il faut qu'il y ait un lien toujours à ça. Et nous, on va devoir assurer ce lien. Mais on doit aller chercher chez le client l'information. C'est toujours ça. C'est l'information doit venir du client. Et puis après, nous, on a une forme d'interprète. On va mettre ça en musique. Comment tu concilies demande client, contrainte de terrain et obligation urbanistique? C'est trois piliers quand même très importants dont tu en as parlé. Comment tu arrives à concilier les trois pour qu'au final, tout le monde soit content, aussi bien le terrain, la commune et les clients? Alors, nous, notre politique, c'est le client, il fait une fois sa maison, en principe. Il y en a parfois, c'est plusieurs, mais c'est plutôt rare. Donc, on part vraiment du projet idéal du client. On va l'imaginer. Maintenant, si on voit qu'on va dans le mur sur une particularité urbanistique, on le prévient. On lui dit clairement, voilà, ça va être compliqué à défendre. Est-ce que vous vous y tenez ou pas? Et on va toujours envoyer l'information neutre au client et lui, il va nous revenir avec une décision. Donc, on a un devoir d'information et de conseil. Mais à la fin, si le client veut ça, on y va. Moi, j'ai eu des dossiers où à un moment donné, on était en recours, où j'étais convaincu qu'on allait perdre. Et finalement, on a gagné ce recours. Ça a pris du temps, mais le client, il voulait sa maison comme ça. Et c'était un projet comment? Alors, c'était un projet initialement fait sur base vraiment de conditions du client. Donc, on avait fait vraiment ce qui lui plaisait. Nous, sincèrement, on n'était pas convaincus par la qualité architecturale. On lui avait d'ailleurs dit, sans le brusquer, mais on lui avait dit, voilà, c'est ça. Mais voilà, c'est pas passé à l'urbanisme. Et donc, il voulait une maison cubique dans un environnement très rural. C'était compliqué. Mais on est allé jusqu'au bout. On a voulu rencontrer le bourgmestre avec le service d'urbanisme. Et comme je te l'ai dit tout à l'heure, heureusement, le bourgmestre, à un moment donné, me dit, oui, effectivement, il y a des projets contemporains sur la commune, mais c'est des projets qualitatifs.
Et tout était dit. En une phrase, il avait tout résumé. J'ai regardé mon client à côté de moi du coin de l'œil. Je crois qu'on s'est compris. Et de là, on savait qu'on allait revoir le projet, comme je l'avais déjà invité une première fois. Et tout s'est bien passé. Après, il nous a fait confiance. Donc, on a réfléchi le projet en amenant une brique locale, des choses... Un peu plus rurales, peut-être, mais cubique, quoi. Cubique, ah oui, une expression forte, très contemporaine, mais bien plus qualitative, parce qu'on s'inspirait de la brique qui était dans un mur d'enceinte juste en face d'un petit château. Et donc, on prenait comme base l'ADN du projet d'en face pour s'inscrire. On a remis beaucoup de végétation, donc on a mis une sauce autour de tout ça. Et c'est passé. Et c'est passé, on a gagné. Donc, ça dépend du client, jusqu'où il veut aller. D'accord. On a parlé environnement, on a parlé client, on a parlé commune, urbanisme. Au niveau des matériaux extérieurs, tu as des préférences? Tu aimes bien travailler quel genre de matériaux et pourquoi? Peut-être la durabilité. Explique-nous vers quoi tu te diriges en temps normal. J'ai quand même un petit virage dans ma carrière où la nature m'inspire de plus en plus. Donc, je suis de plus en plus appelé par les choses naturelles. Et je crois que l'architecture doit garder un lien profond avec la nature. On ne doit pas venir perturber cela. Je pense que l'empreinte qu'on laisse doit être une empreinte d'intégration. Et aujourd'hui, les matériaux qui m'appellent le plus, c'est les matériaux vraiment naturels. Le bois, l'ardoise, la pierre. Le verre, il est inévitable. C'est lui qui va créer les transparences, les vues. Donc, on l'emploie de plus en plus. Il y a de plus en plus de surfaces vitrées, avec des grands enjeux techniques aussi pour l'isolation. Donc, les fabricants de vitres ont beaucoup de challenges à relever aussi, parce qu'on a des maisons de plus en plus vitrées. Mais voilà, c'est vraiment ça qui m'appelle aujourd'hui. Et les tons aussi, c'est pareil, les tons naturels. Tout ce qui va vraiment se rapprocher de la nature. Pas tape à l'œil. Ah non, c'est avec humilité que l'architecture vient se déposer dans l'environnement, c'est sûr. Mm-hmm. Après, tu fais pour tous les clients, pour tous les goûts aussi. Oui, ça c'est moi. Si je fais ma maison demain, c'est comme ça que je la vois. Oui. Mais pour mes clients, je pars d'eux, bien sûr. Mm-hmm. Et s'ils me demandent conseil, je leur donne, mais c'est certain. Ok. Et alors, d'un point de vue un peu extérieur, est-ce que tu vois des tendances 2025 au niveau architecture extérieure? Les tendances, pour moi, de l'habitat, ça va être des espaces plus petits, mieux réfléchis. Je pense aussi qu'il y a un véritable enjeu avec les espaces extérieurs. Je crois qu'on va réfléchir l'habitat en profitant plus de l'extérieur, parce que l'extérieur coûte beaucoup moins cher. La construction au mètre carré coûte de plus en plus cher. Les terrains ne vont pas en grandissant. Donc, tout cela m'amène à penser que l'habitat, en fonction des besoins, va se réduire. Et on va devoir être encore plus imaginatif et créatif pour jouer avec ça. Ok, d'accord. Aurais-tu des anecdotes à nous partager lors de création d'un avant-projet? En début de ma carrière, je me souviens, du côté d'Arlon, j'ai un client qui vient avec un gros programme, un beau budget aussi, mais il n'avait pas un grand terrain. Et il me donne tous les documents qu'il avait. Et pour commencer à travailler sur le projet, je pars d'un extrait cadastral. Et donc, je commence à crayonner mon implantation, parce qu'il y a vraiment des enjeux. J'étais proche des limites, c'était tendu. En plus, le terrain sur le fond chutait très fort. Donc, on ne savait pas se rapprocher non plus de la limite réelle, parce que c'était vraiment un talus abrupt. Donc, je commence à faire mon avant-projet, et puis je présente 2-3 modifications. Puis, au moment de commencer à faire chiffrer par les entreprises, le client m'interpelle. Il me dit, je suis quand même étonné de la place qu'il y a quand je suis sur le terrain par rapport à votre dessin. J'ai mis des piquets, je m'y retrouve pas. Je dis, ah bon, écoutez, on va se rendre sur le terrain. Effectivement, il avait raison. Je lui dis, mais oui, on a encore moins de place que prévu. Donc, du coup, je lui dis, écoutez, je vais vérifier mon extrait cadastral, je le remesure, c'était bon. Et puis, dans le doute, je lui dis, écoutez, on va faire passer un géomètre, parce que j'ai vraiment de gros doutes. Et après le passage du géomètre, le terrain était effectivement encore plus petit. Ok. Et donc, comment ça se fait qu'il y avait une différence comme ça entre le cadastre et... Oui, bonne question, Marie. Ça peut arriver. Donc, il ne faut pas se fier
aux extraits cadastraux, c'est pas 100% fiable. Et de là, on a dû revoir tout le projet. Heureusement, ça s'est finalement bien passé. On l'a étiré un peu plus en longueur. Le terrain était très long, donc ça permettait. Mais il n'était pas profond. Et c'est vraiment en termes de profondeur que ça a été réduit. Donc, voilà, j'ai fait rêver des clients, moi-même aussi à travers un beau projet, puis qu'il a fallu complètement revoir dans sa distribution. Ça s'est bien terminé, le projet a été réussi par la suite, mais c'était une vilaine anecdote, ça, parce que ça m'a bien traumatisé. Ouais, j'imagine, il faut toujours aller sur le terrain et faire venir un géomètre pour... On a souvent le cas chez Perfection Habitat, les clients nous disent « Oh oui, mon terrain, il est très plat, il n'y a aucun souci. » Et puis finalement, nous, on fait venir à chaque fois un géomètre. Et finalement, non, le terrain n'est pas plat. Non, il est rarement plat comme un billard. Après, il y a les enjeux au niveau des déblais et remblais, donc quand on est sur une petite différence, c'est pas grave. Mais là, oui, il aurait fallu vraiment un géomètre dès le départ. J'aurais dû le sentir et voilà. Je me suis focalisé sur autre chose. Sur le cadastre qui devait être normalement correct, quoi. En principe, oui. Voilà, à retenir. C'est pas super anecdote, en tout cas. Merci, Pierre. On va faire une petite parenthèse Perfection Habitat, justement. Tu as réalisé plusieurs plans de nos modèles d'inspiration. Oui. Quel est ton modèle d'inspiration Perfection Habitat préféré et pourquoi? J'aime bien la Cristal parce que ça a été le premier modèle un peu conceptuel. Alors nous, les architectes, on aime bien les concepts. On l'a pas beaucoup réalisé, c'est vrai, mais j'aimais bien cette idée de transparence, d'axe de lumière. Ça a été vraiment inspirant, cette idée. Et je trouve qu'on l'a bien poussé à son maximum avec un escalier de verre, un plancher en verre, une structure très limpide en croix comme ça, et deux grandes veines transparente de verre en amont et en avant et en arrière, quelque part, qui crée un axe horizontal et vertical. C'était génial. Avec l'escalier au centre, qui rayonne, et c'est un puits de lumière intérieur, quoi, quelque part, et qui part dans tous les sens, qui part vers le dessus, qui part vers le bas. Ok. Alors, voilà, on y est. Toute la partie création et administratif est derrière nous. La construction débute. Sur chantier, quel est ton rôle en tant qu'architecte? Alors, le rôle, c'est vérifier que la réalisation est conforme aux règles de l'art, mais pas que. Elle doit être conforme aussi à la demande de permis, à l'octroi en tout cas. Donc, on est là pour vérifier ça. Et on est là aussi pour soutenir le client. Parce que le client, il y connaît pas grand-chose, donc il a besoin d'un appui extérieur. Donc c'est rassurant pour lui. On est vigilant sur des phases vraiment importantes qu'on ne verra peut-être plus par la suite. Il y a des phases comme ça sur les étanchéités, des phases un peu critiques, un peu difficiles, où il faut quand même qu'on aille voir pour être sûr que tout se passe bien. Même si l'entreprise est excellente, il faut quand même le contrôler. Ça rassure le client et c'est une paire d'yeux en plus. Alors, on va aussi être là en soutien lors des difficultés qu'on rencontre sur chantier. Un chantier, c'est pas toujours un long fleuve tranquille. On peut avoir des aléas, des faits de chantier. On est là pour aider à trouver les solutions, à soutenir le client, avoir des réunions constructives avec l'entreprise pour trouver de manière la plus efficace les solutions aptes à résoudre les problèmes. Aussi, je me posais la question concernant les constructions d'avant. Est-ce que tu trouves que c'est plus compliqué maintenant de construire par rapport à il y a 10 ans, par exemple, en termes de normes, que ce soit environnementales ou urbanistiques? Oui, bien sûr. Les contraintes réglementaires augmentent toujours. On a même parfois du mal à les suivre. On n'est pas toujours au courant au bon moment. Même les administrations, on voit que quand il y a un changement de législation, il y a une période de flottement comme ça où on maîtrise pas. Donc ça, c'est fort inconfortable. Je me souviens qu'un confrère en début de carrière m'avait dit, il était âgé, lui, il était en fin de carrière. Il avait connu une période où déposer une demande de permis, c'était 2 petits plans qu'on traçait à l'époque à la latte et 2 feuilles A4. Donc ça faisait peut-être
7-8 mm d'épaisseur. Aujourd'hui, Marie t'a fait construire. Ah oui, Tu as vu le bloc de papier que ça représente, c'est 20 cm d'épaisseur en dossier au jour d'aujourd'hui. On ne sait même plus les envoyer dans des enveloppes normales par recommandé. Donc, c'est pour te dire que la bureaucratie a bien impacté aussi notre métier et qu'on a des tâches administratives qui ne cessent d'augmenter avec le temps. À chaque nouvelle réglementation, on nous promet que ça va être plus simple et chaque fois, on a l'impression que c'est quand même plus compliqué. Tout ça demande beaucoup d'énergie, des délais supplémentaires. Donc oui, c'est sûr que... C'est fastidieux. C'est fastidieux. Oui, ce n'est pas la partie la plus comique. On comprend bien qu'il y a une réglementation, que la société évolue et qu'il faut faire évoluer l'habitat. C'est indéniable, mais la réglementation est complexe. Oui. Avant le Covid, on a vu aussi une demande sur les personnes qui s'interrogeaient dans leur style de vie, à se projeter davantage dans leur maison en étant âgées. Et donc, en début de carrière, on ne faisait jamais des chambres au rez-de-chaussée, on n'imaginait pas ça. Au jour d'aujourd'hui, c'est devenu quand même pas habituel, mais ça arrive souvent. Donc la demande des personnes, je pense qu'ils se voient dans leur maison plus longtemps et ils s'imaginent parfois en difficulté de mobilité. Et donc, ils voient plutôt leur espace qui pourrait évoluer juste sur un simple rez-de-chaussée où on va envisager peut-être un bureau. Après le Covid, c'est vrai que c'était d'abord un bureau et puis un jour qui allait devenir une chambre pour recevoir un lit de 2 personnes, une garde-robe et un petit espace sanitaire pour que ce soit pratico-pratique. Ok. Alors Pierre, on arrive à la fin de l'épisode. Quel est le projet le plus original que tu aies fait et pourquoi ? C'est un couple de clients qui avait un petit terrain dans la région de Welkenrad et qui avait un très gros problème, un très gros programme. C'est souvent ça les complexités. C'est avoir une petite capacité au sol de construire et avoir un programme copieux. Donc, c'est faire rentrer un peu un corps dans un vêtement un petit peu trop étroit. Ça coince un peu. Et là, on a trouvé une solution qui était très sympa. C'est qu'on a développé vraiment le projet en L. Donc, on avait un front de façade assez réduit, puisque je ne sais plus combien on avait. On avait peut-être 14 mètres de large, mais on avait beaucoup de profondeur. Et donc, on a créé un volume en L, développant une aile parallèle à la grande longueur assez haute pour se fermer au voisinage, parce qu'il y avait beaucoup aussi d'enjeux par rapport aux voisins, au voisinage. Les voisins étaient très proches, avec des enjeux de vis-à-vis également, et boucher les vues également, est très présent. Donc tout ça, ça a été de penser le projet pour qu'on oriente les vues vers vraiment la profondeur du terrain et de faire un espèce de semi-patio pour se fermer par rapport au voisinage immédiat et de créer une forme d'intimité sans se sentir un peu trop renfermé. Et ça a été un projet très sympa qui a donné quelque chose de formellement aussi assez riche et avec beaucoup de contraintes. Voilà, ouais, c'était un sacré défi à relever et c'était bien. Ah, ça devait être joli. Oui, très bien, très bien. La maison est très chouette. Rarement, je passe encore devant de temps en temps. Comme quoi, avec du vis-à-vis, on peut quand même faire quelque chose de très bien et ça reste un projet qui te reste en tête des années. Quoi. J'avais peut-être une dernière petite chose en conclusion. Je pense quand même qu'on a un métier extraordinaire en tant qu'architecte et qu'on a un rôle à jouer pour l'habitat de l'homme sur la planète avec des gros défis au jour d'aujourd'hui. C'est pour moi évident. C'est ce qui m'a amené aussi à revoir un peu ma manière de penser dernièrement, ces dernières années. Et dans l'architecture ancestrale indienne, après notre peau, après nos vêtements, la troisième peau, c'est l'habitat. C'est comme ça qu'ils voient l'habitat. Donc, c'est notre troisième peau. Je trouve que c'est une image très, très belle et je partage beaucoup cette impression parce qu'en fait, c'est un prolongement de l'être humain, l'habitat. Et il y a des liens entre la maison et l'habitant qui s'opèrent et qui agissent sur les émotions, sur la sensation de bien-être et je pense aussi sur la santé quelque part. Et c'est important de soigner cette troisième peau. Il faut vraiment y prêter attention. Et l'architecte pourrait être aussi un médecin de l'habitat quelque part, je pense. C'est une autre dimension, c'est plus subtil, mais il y a quelque chose là.
Oui, donc tu es avocat, médecin et aussi architecte. Non, j'essaye de mettre du sens dans mon métier. Mais c'est très beau ce que tu viens de dire. Et c'est aussi un sentiment de sécurité, un habitat. Oui. Dès qu'on on rentre dans sa maison, on se sent en sécurité, on se sent bien. Tu vois, c'est ça. C'est un foyer. C'est ces premières impressions que tu vas avoir quand tu vas rentrer dans ta maison qui vont te nourrir. C'est ça. Et j'ai eu un témoignage il y a quelques années d'anciens clients que j'ai revus par hasard et qui me disaient « Monsieur Genon, quel plaisir on a encore après 17 ans, je pense, de rentrer dans notre maison. C'est toujours le même plaisir. » Et ça, c'est la plus belle récompense à notre métier. Ça, c'est merveilleux. Ah bah c'est une très belle conclusion, en tout cas, Pierre. Merci beaucoup et à bientôt. À bientôt, Marie. Merci. Et si vous souhaitez en connaître davantage sur notre société de construction, on vous invite à nous suivre sur nos réseaux sociaux ou à visiter notre site internet perfectionhabitat.be.